C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour le 15e numéro de la saison 9 de Sport & Chill. Non pas à 19h, mais 19h09. Mais vous savez, on court un peu dans tous les sens en ce moment parce que notamment, ça me permet de dire dès à présent, nous sommes accrédités pour la 14e édition de l'Open Sud de France. Alan, ce soir, nous en parlera notamment. Il était présent aujourd'hui à l'Open Sud. Votre rendez-vous sport, Sport & Chill, tous les lundis de 19h à 20h30 sur le 102.2 FM Radio Campus Montpellier. Et avec moi, j'allais dire une belle équipe. Pour le moment, ils sont 2, ils seront bientôt 3 en studio, prêts à débriefer cette riche actu de la semaine. Je démarre tout d'abord avec celui qui est sur ma droite, qui enchaîne les piges. En même temps, on parle handball. Je sais que c'est un sport qui me tient à cœur. C'est Alexis. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Ça va ? Ça va. Écoute, la forme, on a de la belle actu déjà sportive, un cocorico, parce qu'on peut le dire, on est ravis. Cocorico, effectivement. Il y a un nouveau titre continental pour notre équipe de France de handball. Et en plus, on a un beau tournoi de tennis à Montpellier qui va nous animer toute la semaine. Et on vous donnera d'ailleurs des infos sur nos réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Instagram, Twitter ou encore Facebook. Le deuxième qui est avec nous, je le disais, il était à l'Open Sud aujourd'hui. Il pourra nous en parler dans le débat de la semaine, c'est Alan. Salut à tous, bonjour Romain, bonjour Alexis. Effectivement, j'étais à l'Open pour la première journée. Et le match, la night session, ou en tout cas le prime event, le main event du jour, c'est Andy Murray-Benoît Paire qui va commencer d'ici 5-6 minutes à l'Arena. Et sinon, si vous avez la télé locale, c'est diffusé sur Via Occitanie, donc n'hésitez pas. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Et puis nous, de notre côté, évidemment, en même temps qu'on vous fait suivre cette émission, on ne manquera pas de vous donner le déroulé du score, d'autant plus que certains chillers ne sont pas avec nous en plateau parce qu'ils sont à l'Open Sud ce soir. Je pense notamment à Valentin, peut-être que Clément est encore sur place. Je crois que c'est bien le cas. Un troisième chiller, je le disais, va nous rejoindre, c'est Guillaume, qui sera notamment là pour nous parler de l'Open d'Australie, parce que oui, avant toute chose, il y avait un grand chelem qui a connu son dénouement ce week-end. Ce sera d'ailleurs notre deuxième focus actu de la soirée avant de prendre notre deuxième pause musicale. Mais avant cela, vous allez le voir, un joli petit programme. Le sport montpelliérain, un focus sur le MHSC, un focus sur le MHR aussi, qui disputait un match important contre la section paloise, suivi des rendez-vous à ne pas manquer dans l'agenda. Après une première pause musicale et avant de reparler de sport à Montpellier, je le disais, avec l'Open Sud de France dans le débat de la semaine, nos deux focus actu. Handball tout d'abord, avec le dénouement de 7€, avec nos bleus qui ont été les rois du suspense, vous le verrez. Un focus actu ensuite tennis, avec le dénouement donc de l'Open d'Australie dans les tableaux masculins et féminins. On parlera d'Yannick Sinner, on parlera aussi d'Arina Sabalenka. Le débat de la semaine Open Sud, l'occasion ensuite effectivement d'évoquer le tableau du tournoi, les chances de nos Français, les têtes de série, avec notamment le grand favori, normalement sur le papier, Holger Rune, l'ensemble des joueurs attendus finalement du côté de la Sud de France Arena. Puis on parlera aussi évidemment de l'organisation de ce tournoi, une 14e édition un petit peu particulière dans le contexte du retrait de la subvention apportée jusqu'à présent par la métropole de Montpellier. Enfin, Alan sera aux commandes du quiz pour nous challenger autour de l'actualité sportive de la semaine. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir avec nous, notamment sur Twitch, comme la semaine passée, certains l'avaient fait, que vous surtout n'hésitez pas évidemment. Et puis on vous mettra notre sondage Sport Montpelliérain qui concernera justement l'Open Sud avec cette question: croyez-vous au succès d'un joueur français en finale de l'Open Sud de France cette année, oui ou non? Vous avez la parole. Allez, justement, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec le sport montpelliérain. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Et dans le sport montpelliérain, un bilan plutôt satisfaisant pour nos clubs, avec 4 victoires, 1 nul pour 2 défaites, 7 matchs au programme donc, sachant que le match au programme de nos Vipers, c'était le match au sommet de la D2 d'ailleurs de hockey sur glace, face au HCMP à Méribel, a dû être reporté, les Montpelliérains étant dans l'incapacité de se rendre jusqu'à Méribel en raison des importantes difficultés de circulation suite au mouvement de grève des agriculteurs et au blocage sur plusieurs autoroutes. Côté résultat, cette fois-ci, on démarre avec un club Alan, c'est le MHSC qui avait un match à disputer du côté du stade de la Mosson, et avant cela un match de coupe aussi. Les pailladins du MHSC effectivement devaient tout d'abord négocier un périlleux déplacement en Coupe de France à Maubeuge face à Fény-Aulnois avant de recevoir d'autres nordistes à la Mosson, le LOSC, pour la 19e journée de Ligue 1. Résultat, une victoire et un nul.
tout à fait. Ça démarrait donc en début de semaine avec un match reporté de Coupe de France. C'était en raison des chutes de neige importantes qui étaient tombées du côté du nord. Et on a tout d'abord eu une victoire, disons, solide du MHSC malgré une première mi-temps difficile. Victoire construite en seconde mi-temps pour s'imposer finalement 4-0 face à Feigny-Aulnois pour rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice. Bessir Omeragic a été le premier buteur pour Montpellierin. Il a trouvé la faille à la 58e pour son premier but avec les oranges et bleus. Le plus dur était alors fait pour le MHSC qui a déroulé en fin de match avec un doublé de notre attaquant nigérian Akor Adams et une réalisation du milieu de terrain offensif Sacha Delay. Ce week-end, Michel Derzakarian et ses hommes espéraient alors enchaîner et retrouver le succès à la Mosson en Ligue 1. On retiendra principalement le coup d'envoi donné par Arthur Cazot, notre tennisman français qui a fait beaucoup parler de lui du côté de Melbourne. Malgré le carton rouge dans le match infligé aux Lillois peu avant la mi-temps au jeune et inexpérimenté milieu lillois Ayoub Bouhadi, Montpellier a été malheureusement incapable de trouver la faille face à Lucas Chevalier en seconde mi-temps malgré plusieurs situations et frappes cadrées. Le meilleur Montpellierin sur le terrain que j'ai retenu dans une partie finalement un petit peu décevante à nouveau pour notre équipe a sans nul doute été Joris Chotard, très actif sur le terrain, présent dans l'engagement et dans l'animation du jeu des Payadins et également dangereux à 2 reprises peu avant de regagner les vestiaires à la mi-temps de cette rencontre. Mais avec ce match nul et vierge de 0-0, le MHST stagne à une inquiétante 12e place du championnat avec 19 points, 3 points d'avance sur les premiers relégables l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné à Rennes vendredi soir 3-2. J'avais tout d'abord une première question. Je sais qu'Alan, tu étais au rendez-vous du côté de la Mosson. Qu'as-tu pensé de ce match des Montpellierins avant qu'on parle de ce que cela dit de la suite de la saison de nos Payadins? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont plutôt plu dans cette rencontre et à l'inverse, certains qui t'ont malheureusement encore une fois déçu? Effectivement, j'étais au match. Moi, ce qui me déçoit, c'est que Montpellier réussit à faire des matchs nuls contre des belles équipes depuis le début de saison. Ils ont fait nul contre Marseille, contre Nice, contre Lens. Là, on joue Lille. On a la chance que Bouhadi, un jeune milieu de terrain du côté de Lille, écope de 2 cartons jaunes et sorte prématurément dans la rencontre. On est à 11 contre 10 pendant quasi 1 heure de jeu. On ne gagne pas en fait. Alors oui, Lucas Chevalier est exceptionnel sur les 2 frappes de Chotard qui finit meilleur joueur de Montpellier. Mais faut arriver à marquer en fin de match quand tu mets Savanier défenseur central. Parce que Christopher Julien est tellement mauvais qu'il a fait coûter un but et qu'il doit prendre un rouge en début de match. Enfin bref, Akor Adams, il n'arrive pas à être trouvé par les Montpellierins, que ce soit les milieux, les défenseurs. Efti, très bon match en défense, mais en attaque, il a 3 occasions. Un moment, il est devant, il tire à côté. Un moment, il oublie de tirer. J'aimerais vraiment pouvoir assister à des entraînements et voir si les attaques en fait sont travaillées. J'ai l'impression qu'on travaille les passes, les arrêts, les coups de pied arrêtés, mais que les tirs devant le but, non, c'est pas travaillé et c'est dommage parce que c'est cool de faire ce genre de résultats contre des grosses équipes, mais on n'a pas gagné à domicile depuis le mois d'octobre. Ce qui est quand même le reflet d'une situation compliquée pour notre équipe. Alexis, justement, peut-être ton avis sur les performances actuelles de Montpellier en Ligue 1 notamment. Alors, je vois ce que veut dire Alan, mais on ne peut pas vraiment douter du fait quand même que cette équipe travaille devant le but et a conscience de ses difficultés offensives. Qu'est-ce que pour toi cela dit justement de ce Montpellier-là, le fait qu'on a beaucoup de difficultés à marquer? Est-ce que c'est un sujet de confiance ou même peut-être de qualité de cet effectif? Mais c'est même un sujet peut-être d'état d'esprit déjà, d'état d'esprit... Ah, attends, de quoi? D'état d'esprit, oui. Oui, d'état d'esprit, de mentalité, parce que je suis désolé, t'es à la maison, là tu viens de dire c'est un bon résultat, t'es face à Lille, oui, certes c'est Lille en face, mais on sait des fois que Lille, ils peuvent lâcher des matchs, etc. T'es à la maison, t'es à 10 contre 11 pendant une mi-temps, je suis désolé, c'est pas un bon résultat, et je regardais le classement de Ligue 1 directement, et ça fait peur, parce que moi je suis supporter d'une équipe qui est à 2 doigts d'être reléguée peut-être, et c'est hyper serré en bas du classement. Et là, il y a les qualités offensives, parce qu'on a vu qu'Akor Adams, ça a fait un super début de saison. Il y a du TJ Tavernier, on a du Joris Chotard.
même si Wabi Kazri c'est plus trop ça. Enfin, il y a même une mentalité déjà dans la composition d'équipe, c'est une défense à 5, enfin... C'est une mentalité de peureux un peu, et ça se paye à un moment donné, et à un moment il faut peut-être décider d'y aller et de pas avoir peur, surtout à 10 contre 11 enfin. Là-dessus je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui... Enfin, quand je dis que c'est un bon résultat, c'est que je préfère assister à des victoires qu'à des défaites, surtout contre ce genre d'équipe, mais... On prend même un nul, mais c'est vrai qu'à domicile, je pense que c'est intéressant ce que dit Alexis aussi. Alan, je voulais voir ta réaction. Alors, il nous manque aussi actuellement Moussa Tamari, même si qui a la Coupe d'Asie, même si celui-ci était moins efficace aussi dernièrement, parce qu'aussi extrêmement utilisé dans cet effectif. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on est passé dans une Ligue 1 à 18 désormais, et donc le maintien devient encore plus difficile à atteindre. Et ce qu'on peut être convaincu, Alan, c'est qu'en tout cas, il en faudra plus pour se maintenir, et on espère qu'à la fois... j'allais dire nos joueurs, mais finalement tous les acteurs qui gravitent autour du MHSC ont bien conscience de cette situation, parce qu'on va parler ensuite du MHR qui joue aussi le maintien en top 14, mais en fait nos deux équipes au football et au rugby jouent ce maintien en Ligue 1, et parfois j'ai l'impression qu'on l'oublie assez vite lorsqu'on aligne quelques points par-ci par-là et qu'on se retrouve à une 12e place, mais en réalité cette 12e place c'est 3 points sur le premier relégable qui est l'Olympique Lyonnais, qui normalement est un club qui n'est pas programmé pour jouer le maintien. Et qui normalement je pense va quand même sur il y a la durée. Effectif sur la durée qui devrait aller plus loin, donc ça fait déjà une personne qui est censée vous passer devant au classement. Donc ça fait un peu peur. Et pour revenir rapidement sur moi, ce qui m'inquiète par rapport au fait de jouer à domicile, là le MHSC va enchaîner 3 matchs à domicile en l'espace de 2 semaines. Mercredi prochain contre Nice en 8e de Coupe de France. Ensuite contre Lyon. Et ensuite contre Metz. On va jouer 3 matchs d'affilée à domicile. Ce serait bien d'arriver à marquer au moins un but à domicile déjà. Et dans la deuxième chose, de gagner. Je pense qu'il y a eu un petit regain de confiance avec la Coupe de France. En tout cas, je l'ai senti sur le match là face à Lille. On se sentait plus serein en défense. La Coupe de France, je pense qu'on en parlait la semaine dernière. Il faut arriver à le prendre comme un tremplin. Même si ça va être face à Nice, ce serait bien d'arriver à conforter des victoires à domicile. Justement, en parlant de la mentalité, la Coupe de France, au-delà d'être un tremplin et même d'en faire un objectif de la saison, ça pourrait être bien pour tenter de nouvelles choses et de s'aérer l'esprit en se disant de toute façon c'est un match contre Nice, on n'a rien à perdre, on y va et on tente des choses offensivement, et ça peut être un déblocage. Parce que là on met 4 buts en Coupe de France et puis au final... 0-0 dans un match de Ligue 1, donc c'est compliqué. Même si c'est pas la même opposition entre les deux clubs du Nord, mais effectivement, tu as raison de le dire, Alexis, puis en plus on joue à domicile face à notre public, un public montpelliérain qui a besoin de vivre de belles émotions et qui en ce moment est pas forcément verni, donc c'est l'occasion de se faire plaisir à domicile, et encore plus si on veut aussi faire venir du monde au stade. Pour convaincre, il va falloir montrer plus de choses dans le jeu, c'est indéniable, et ce sera pas évident pour Montpellier en Ligue 1 dès le week-end prochain. J'y reviendrai dans l'agenda avec un déplacement à Rennes, une équipe un petit peu sur courant alternatif mais qui va mieux notamment offensivement, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Montpellier. On enchaîne peut-être avec un autre club, avec toi Alexis, pour parler quelques minutes du MHR. Et le MHR de Patrice Colazo retrouvait les joutes du top 14 après justement plutôt une belle réussite en Coupe d'Europe, et recevait la section paloise au GGL Stadium, donc à domicile, pour la dernière journée de la phase allée du championnat, et ça s'est conclu par une victoire. Tout à fait, ça s'est conclu par une victoire. Tu fais bien de le dire, ça va quand même, il faut le dire, un peu mieux pour le MHR depuis quelques semaines, notamment avec, cette soupape de décompression qu'on appelait de nos voeux à Sport & Chill et qui est arrivée par la Coupe d'Europe, où Montpellier, certes, a perdu le dernier match pour la première place de la poule contre Trévise, mais s'est qualifié pour les 8e de finale avec un bilan plutôt positif, finalement que des victoires, hormis ce dernier déplacement en Italie contre la meilleure équipe italienne en l'occurrence. Dans ce match contre Pau, c'était le retour des joutes du top 14 et Montpellier aura pris son temps, on peut le dire, face à une section paloise qui aura démarré assez efficacement son début de match, c'est le moins qu'on puisse dire, sachant que Montpellier, pourtant à la manœuvre, prend vite un essai sur une interception du numéro 9 palois, cueilli à froid, donc dès la première minute de jeu. Montpellier aura eu le mérite de ne pas paniquer dans une première période où ils n'auront pas eu l'initiative du jeu et où ils sont globalement dominés par
une équipe de Pau qui est objectivement cette saison supérieure à Montpellier, mais en seconde mi-temps, nos Montpelliérains montreront alors un tout autre visage, beaucoup plus dominateur, longtemps inefficace, maladroit dans le dernier geste, face à des Palois qui auront mis les barbelés, mais en fin de match, dans le dernier quart d'heure, Montpellier retrouvera par 2 reprises la ligne d'essai de Pau pour inscrire effectivement 2 essais assez décisifs, malgré un dernier essai de Pau qui lui offre le bonus défensif. Le MHR remporte une victoire importante à domicile sur le score de 22-17. Avec cette victoire, les Cistes recollent à Oyonnax et Perpignan, mais restent malgré tout dernier du top 14. Une question pour toi, Alexis, quel regard tu portes sur la victoire de ce week-end des Cistes face à Pau, et quel est globalement ton sentiment justement rapidement sur cette embellie quand même de Montpellier? Et à la différence de Montpellier tout à l'heure, de Montpellier en foot où tu les comparais, je trouve qu'on n'est pas vraiment sur la même chose, parce que Montpellier en rugby, il y a beaucoup plus de budget, c'est pas du tout censé être une équipe qui se situe à ce niveau-là, alors que Montpellier en foot, une 12e place, bon normalement avec plus de points d'écart sur la relégation en temps normal, c'est à peu près leur place, c'est à peu près leur jeu, alors que là Montpellier c'est vraiment étonnant d'être à ce niveau-là. Un club champion de France, il y a une saison. Il y a un budget, il y a des vrais joueurs sur le terrain, il y a un vrai effectif, et en vrai c'est une belle victoire face à Pau, surtout que Pau cette année c'est une très bonne saison, bien évidemment un peu tronquée par la Coupe du Monde avec moins d'internationaux qui sont partis du côté de Pau, donc ils ont pu faire une belle partie de saison. Je repense par exemple à Brive il y a quelques années qui avait fait une très belle première partie de saison avant de s'écrouler un peu sur la deuxième phase avec le retour des internationaux. Mais c'est en fait le niveau de Montpellier se situe là. Une victoire à domicile face au 6e du championnat, c'est solide. Et je pense que la Coupe du Monde a vraiment apporté quelque chose de frais. Et je parlais de bonne performance, mais c'est vrai que bon, il y a la dernière défaite, mais au moins il y a une embellie, il y a un déblocage qui s'est fait. Il y a un déblocage qui s'est fait, besoin aussi de s'appuyer évidemment sur certains joueurs clés de cet effectif. Arthur Vincent s'est notamment montré à son avantage. On a vu un meilleur aussi Serfontaine sur cette partie. Pour Montpellier, il faudra déjà assurément gagner la plupart, si ce n'est l'ensemble des matchs à domicile. Ensuite, la prochaine clé, Alexis, simplement pour terminer avec le MHR, qui sera le défi qui se présente à notre équipe, ça va être d'aller chercher quelques points à l'extérieur, parce qu'on voit que Perpignan et Oyonnax, même si pour notamment Oyonnax ça va moins bien dernièrement par rapport à leur début de saison, ce sont des équipes qui sont parvenues à le faire jusqu'à présent, et si on veut terminer devant ces équipes, on ne pourra pas se contenter de gagner à domicile, ce qui en plus sera pas une mince affaire, parce que on a perdu plusieurs fois à domicile, mais il reste des gros calibres qui vont venir au GGL Stadium. Je pense notamment au Stade Toulousain qui a été assez remarquable hier soir contre le Racing. Très belle performance d'ailleurs hier soir, mais oui, de toute façon après ça va être accroché, ça va être une mission maintien, et c'est une mission d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer pour les phases finales, et c'est vrai que c'est plus compliqué mentalement parlant de se dire qu'il faut aller arracher ces matchs-là et tout, donc ça va être des matchs décisifs, il va y avoir des matchs tournants pour aller grappiller des points, ça va sûrement pas être transcendant, voire même beau à certains moments, mais là c'est des points qui comptent, c'est pas le beau jeu qui va compter, donc je les sens bien, je les vois pas descendre, et puis là de toute façon ils sont bien remontés, ils sont qu'un point de différence sur Perpignan et Oyonnax, donc je les vois revenir quand même, j'ai pas trop peur pour Montpellier. Eh bien écoute, on apprécie Alexis ce soir ton optimisme, en espérant que ce soit suivi des faits. Donc parfois on a aussi une vision un petit peu tronquée au rugby, forcément avec les matchs à l'extérieur ou à domicile. Montpellier sera à l'extérieur la semaine prochaine. Il faudra voir ce qu'on sera capable de faire du côté de La Rochelle. J'en termine simplement avec quelques autres résultats dans le sport montpelliérain. Tout d'abord, 2 rendez-vous qui concernaient nos volleyeurs. Une nouvelle victoire 3-7-0 face à Nice pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe de France. Par la suite, on espérait une deuxième victoire en 2 matchs cette semaine face au Plessis-Robinson, une équipe qui est un petit peu derrière Montpellier dans ce championnat de Marmara Spike League, comme il faut l'appeler cette saison. Mais malheureusement, le MHSC volé, assez irrégulier dernièrement, s'est incliné 3-7-1 dans cette partie. Après 18 journées, Montpellier-Castelnau est installé à la 6e place du championnat avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites. Il y avait ensuite un match pour les Gazelles du BLMA
qui était resté sur une défaite en Coupe de France face à Tarbes, dont on avait parlé avec Valentin BLMA justement la semaine dernière. Elles se sont bien reprises cette semaine, on l'espérait. Les Latoises sont reparties de l'avant en venant à bout des Bourguignonnes de Charnay en LFB sur le score de 90-74. Les deux gazelles de ce match sont Caroline Skuns, 18 points, 8 rebonds, et la meneuse Amerist Alston avec 22 points et 6 passes. Après 14 journées, le BLMA est 5e du championnat derrière un quatuor dominé par Basketland et Villeneuve d'Ascq. Enfin, un match pour le MHR féminin, c'était en baissé de rideau pour les féminines du MHR qui recevaient l'une des écuries d'élite féminine au GGL Stadium, l'AS Romagna, et les coccinelles se sont malheureusement inclinées sur leur pelouse face aux Auvergnates sur le score de 18-14, alors qu'elles avaient plutôt bien débuté cette partie avec un essai de Caroline Boujard dès la 21e minute de jeu. Avec cette défaite, le MHR féminin glisse à la 3e place de la poule 1 derrière le Stade Bordelais et leur adversaire justement du soir, samedi soir, l'ASM Romagna. Voici pour le sport montpelliérain, on passe tout de suite à notre agenda. Sport & Chill, l'agenda 100% montpelliérain. Et un programme de 8 matchs pour nos clubs montpelliérains. Ça démarra vendredi soir avec un rendez-vous pour nos volleyeurs du MHSC qui recevront les Spacers de Toulouse à 20h pour la 19e journée de Marmara Spike League au Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas de Castelnau. Ce même soir, au même horaire, vous pouvez aussi avoir rendez-vous du côté de Latte pour le match du BLMA contre Saint-Amand et No Basket pour la 15e journée de LFB. 5 rendez-vous ensuite dans un grand samedi de sport montpelliérain. Déplacement pour les féminines du MHSC du côté de Dijon à 14h30 en D1 Arkema. Le déplacement aussi de leurs homologues masculins. Le MHSC se déplacera au Roazhon Park face au Stade Rennais à 17h pour la 20e journée de Ligue 1. Un déplacement aussi pour le MHR. Finalement assez peu de matchs à aller voir directement, j'allais dire dans notre belle ville de Montpellier, mais vous verrez, il y en a quand même 2 autres. Le MHR se déplacera du côté de Marcel de Flandre face au Stade Rochelet à 17h pour la 14e journée de Top 14. Un gros rendez-vous face à l'une des valeurs sûres de notre championnat. Ensuite, les Vipers, eux, recevront, donc vous pouvez aller bien sûr à la patinoire Vegapolis à 19h, match contre Valence, l'équipe dromoise que Montpellier recevra pour la 16e journée de D2 de hockey sur glace. Et enfin, ce sera le retour aux affaires, on va en parler dans le Focus Actu, du MHB qui recevra l'US Dunkerque à 20h pour le quart de finale de la Coupe de France de Montpellier au FDI Stadium. Enfin, on termine avec un rendez-vous du dimanche, celui du MHR féminin qui se déplacera dans le Nord face au Stade Villeneuvois Lille Métropole à 13h pour la 6e journée d'élite féminine. Voici pour le sport montpelliérain, on va prendre une première pause musicale avec le son de Xad, Feel Lighter. Feels like dying for you every time. Only speaking with you in my mind. Bite my tongue, is there another way out? In the darkness I feel lighter, I feel lighter. In the darkness I feel lighter, I feel lighter. In the darkness I feel lighter, I feel lighter. In the darkness I feel lighter, I feel. Oh,
de retour à l'antenne de Radio Campus Montpellier. Vous écoutez un petit son de Xad Phil Lighter. Vous avez rendez-vous avec votre émission Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Et de notre côté, on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Sport & Chill, l'actualité de la semaine. Et deux focus actu au programme d'une riche semaine de sport international. Et on démarre tout d'abord avec notre événement un petit peu, j'allais dire, cocorico de la soirée. Très cocorico même, sachant qu'on va parler avec toi, Alexis, de l'Euro de hand dont on parlait déjà la semaine dernière. Il a connu son dénouement avec un splendide Final Four et encore plus splendide lorsque ce sont les Bleus qui gagnent à la fin. Évidemment, et surtout au vu du scénario. 10 ans après les experts, 1 mois et demi après le titre de nos championnes du monde de françaises, l'équipe masculine a renoué avec l'or dans un championnat d'Europe de toutes les surprises qui n'a pas épargné nos petits nerfs sur les terres natales de ce sport en Allemagne. Pour commencer, une salle de plus de 53 000 places à Düsseldorf, un record pour la discipline. Pour les matchs d'ouverture, et ça avait annoncé la couleur d'un euro en couleur. Petite répétition, je me suis mal relu. Donc l'Espagne a éliminé dès le premier tour nos Bleus qui ont fait un nul très faible face aux Suisses avant une magnifique victoire en patron face aux hôtes allemands, très peu de logique. Et les Allemands qui se hisseront d'ailleurs de leur côté jusqu'à la petite finale et qui perdront face à d'embêtants Suédois, tenants du titre et nation la plus titée de la compétition. Les Suédois qu'on a bien évidemment éliminés en demi-finale, mais j'en reparlerai. Donc le deuxième tour met en avant de valeureuses équipes, notamment autrichiennes et hongroises, trouble fait en règle, et une équipe norvégienne en fin de cycle et le favori danois, taille patron dans son groupe, ça faisait peur. Nos Français, quant à eux, ils aimaient jouer avec notre pauvre cœur, et malgré un tour principal conclu sans aucune défaite, ils n'ont pas manqué de nous faire passer quelques frissons, avec des temps faibles importants lors de chacun de leurs matchs. Mais après, que dire de leur parcours après, en demi-finale et en finale, avant le Graal, du stress et encore du stress. Les Suédois étaient en finale jusqu'à 15 secondes avant la fin de leur match face à des Bleus qui avaient perdu le fil de leur handball. L'histoire était en marche. Un temps mort suédois, un bras levé rapidement par les arbitres, un marché invisible à l'œil nu, une faute à 7 mètres et tout simplement Elohim Prandi. Geffrant à 9 mètres face à un mur suédois compact et un Palika magistral jusque-là, Prandi, superstar, envoie les Bleus en prolongation. Un tir de bison sur la barre qui rebondit sur le pauvre gardien suédois. Dylan Nahi avec 3 buts et des bonnets seront les grands bonhommes de la prolongation pour envoyer les Bleus en finale face aux favoris. Une finale qu'on avait juste hier. Là encore, les Bleus nous ont fait suer à grosses gouttes. Notre serial buteur d'Ikamem et Nedim Remili, MVP et meilleur passeur de ce tournoi en dedans. Tout s'est joué encore à la dernière minute du temps réglementaire. Les Bleus en outsider et en bon charognard toute la partie, se prenant pleine face le mur danois Emil Nielsen, ont magnifiquement répondu en défense. L'attaque a elle balbutié avant qu'Elohim Prandi ne décide de changer le cours du match, avec une passe pour son pivot Ludovic Fabregas, joueur du match et dans l'équipe de la compétition, et avant de se farcir le poison Gitzel en défense. En prolongation, Dikamem s'est réveillé en leader avec ses deux seuls buts du match, quand de l'autre côté du terrain, les Bleus fermaient la boutique face à l'attaque à double pivot danoise. Cocorico. Et donc maintenant, après avoir beaucoup parlé, je vais vous demander comment vous voyez les JO et surtout là où de cette compétition-là, on n'était pas forcément les ultra favoris avec des Danois qui étaient ultra favoris, on était un peu dans le bon rôle et on l'a été tout au long de la finale en étant toujours un peu derrière, jamais en étant trop distancé. Comment vous voyez ces JO où on va être très attendu et avec des Danois qui seront très revanchards? Alan, peut-être ton avis à l'issue de cette compétition, parce que forcément, c'est un peu la particularité de cette année. Alexis a raison, on est obligé de se projeter. Moi, je suis un spectateur de hand, équipe de France seulement, pas forcément en club. Et j'avoue que j'ai été encore une fois surpris par cette équipe. Alors, j'ai pas connu l'époque des Barjots, des experts, mais j'ai connu les titres plus récents. Et c'était une super compétition. Et je vais reciter Grégoire Margoton hier qui nommait cette équipe-là championne d'Europe 2024 les héritiers. Et je pense que c'est un très bon... les charognards, ça marche bien, moi j'aime bien ça. Je trouve que héritier est un bon qualificatif pour ce handball français, masculin, féminin, confondu, qui gagne depuis tant d'années et qui là a peut-être le plus grand défi de sa carrière et de son histoire, c'est d'être champion olympique à la maison. Et quoi de plus beau, je ne rêve que de ça, même si j'ai peut-être un peu peur du coup d'endosser la pression du supporter français de gagner à la maison, mais j'y crois. C'est ça qui est bon. Guillaume, je crois que tu...
Bah écoute, oui, pour se mettre en confiance avant un événement pareil, on va dire quoi de mieux que de gagner une finale, en plus avec cette manière incroyable où mentalement l'équipe de France a fait preuve de hargne et de revanche. J'ai été quand même surpris dans l'approche de cette fin de match où je crois qu'on est mené de -1 dans les dernières secondes du temps réglementaire. Et on est longtemps derrière à -2. Longtemps derrière à -2 et il y a cette bascule après en prolongue presque facile. On a l'impression je crois qu'ils mènent en prolongation de 3 ou 4 points même. Donc vraiment surpris par les ressources mentales parce que déjà le match précédent c'était compliqué. Donc oui, c'est vraiment une belle preuve de solidité, que le groupe est cohérent, solide même dans les moments difficiles. Et c'est intéressant évidemment de voir que quand on n'est pas favori, on arrive à se surpasser. Donc il faudra voir maintenant au JO parce qu'on n'aura pas le même rôle, on n'aura plus ce rôle d'outsider, on va dire, qui était le cas pour l'Euro. Là, on aura vraiment un rôle de favori, évidemment, on sera encore plus attendu. Donc évidemment, dans l'approche de l'événement, l'approche mentale des matchs, ça sera un petit peu différent, surtout donc ça, il faudra le gérer. Surtout en France, donc ça sera une approche mentale, bien sûr, bien différente que cet Euro. Donc il faudra voir si on a les épaules jusqu'au bout pour aller remporter cet exploit, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ces JO en France, est-ce que ce serait pas la conclusion magnifique d'une carrière magnifique d'un Nikola Karabatic à 4 titres européens, sachant qu'avant qu'il commence sa carrière, on avait 0 titre européen, donc il a tout gagné, tout simplement. 4 titres mondiaux, 3 JO. Est-ce que ce serait pas le magnifique point d'orgue d'une carrière magnifique ? Qu'est-ce que tu en penses, Romain ? Oui, indéniablement, et ça le ferait rentrer, on en parlait la semaine dernière, dans une autre dimension, déjà que on s'accordait tous, après chacun en le mettant à une place différente, à dire que c'est un sportif dans le top 5 des athlètes français, tous sports confondus, même si c'est toujours difficile de comparer notamment sport collectif et individuel. Ce serait un magnifique point d'orgue et vraiment la concrétisation du fait qu'on a vraiment, j'allais dire génération après génération, un travail aussi plus global, aussi collectif autour de notre équipe de France qui est magistral. Après, forcément, les attentes vont être fortes. On était outsider. En réalité, il ne faut pas qu'on l'oublie, je pense que les joueurs l'auront en tête. On le restera d'une certaine manière, ou en tout cas je pense que les joueurs ont pleinement conscience du niveau de jeu, notamment des équipes du Danemark et de la Suède. Après voilà, il faudra gérer une autre pression, et puis oui, c'est une jolie page qui s'offre à nouveau à l'histoire dans ce grand livre de l'équipe de France de Nikola Karabatic, dans un rôle aussi forcément un petit peu différent dans cette compétition, même si c'est déjà formidable qu'il y soit, où forcément il est plutôt dans ce relais par rapport à une nouvelle génération de grands frères, de joueurs, un petit peu plus de grands frères, là où les joueurs clés de l'équipe de France sur cette édition ont été un petit peu différents, mais commencent déjà aussi à bien être connus du grand public. Oui, ils commencent à très bien être connus. Et d'ailleurs, en parlant de grands frères, on a vu Elohim Prandi. Est-ce qu'on peut parler de point de bascule avec ce magnifique truc ? Parce que il a fait une demi-finale vraiment pas ouf jusqu'à son jet franc. Et sur cette finale, moi je l'ai trouvé exceptionnel. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que son jet franc peut être un point de bascule ? C'est, on va dire, le geste un peu d'exception qui te fait basculer un match où tu as l'inspiration, tu sais pas trop d'où. Et évidemment, même si sur ce match-là, il est moyen, évidemment, il te permet de rester à flot et d'aller en finale derrière. Donc, évidemment, on retiendra ce geste comme un des grands gestes qui auront marqué. Je parlais même pour lui, au niveau de sa carrière à lui, sur la finale. Pour la confiance derrière, ça suit et tout. Donc forcément, quand on réalise un geste comme ça, ça lance une dynamique, bien sûr, bien positive pour lui et pour le reste de l'équipe, évidemment. Dernier peut-être point pour, j'allais dire, cette page équipe de France de handball. On en reparlera forcément aussi dans les prochaines semaines, puis on parlera de notre championnat et de la Ligue des Champions côté club. Mais une petite question pour toi, pour Alexis, pour pouvoir basculer ensuite sur le tennis. Justement, on a une question sur le fil Twitch pour te demander, toi qui connais bien le handball, quelles sont peut-être les pépites à suivre de cette équipe de France dans la perspective des Jeux 2024 ? Est-ce qu'il faut les appeler pépites ou déjà joueurs accomplis dans cet effectif ? Mais quels sont peut-être les joueurs un peu moins connus du grand public ou qui pour toi se font une place vraiment importante dans ce collectif aujourd'hui, ou qui pourraient apporter quelque chose dans le courant de certains matchs clés au JO ? Justement, j'en ai pas parlé, mais déjà le poste de gardien a été un poste très important où on a vu Samir Belhacem s'imposer un peu comme il s'est imposé tout au long de sa carrière, un peu sur le tard. Et là, c'est ce qui s'est passé sur cette compétition où il a commencé à être titulaire déjà dès le tour principal, il me semble. Oui. Et on a vu aussi Dylan Naï qui était remplaçant tout le long de la compétition et qui a été titulaire, a livré une très belle performance en attaque et en défense.
Et après, le problème, c'est que les JO sont très proches, donc ça va être compliqué de dénicher de nouvelles pépites, même si il y a par exemple Théodore Brier, etc., qui n'a pas été pris pour 7 €, mais de toute façon, en plus, pour les JO, il y a moins de place à pourvoir que pour 1 €, donc je pense de toute façon, ça va être les mêmes personnes. Voilà. Écoute, merci Alexis pour ce focus hand, et puis évidemment je termine en félicitant, je te remercie toi, mais je félicite nos joueurs montpelliérains qui sont donc à nouveau champions d'Europe. Certains c'est leur premier titre, d'autres en ont eu avant. Valentin Porte, Karl Conan, Rémi Desbonnets, Charles Bolzinger, Yanis Len, et donc, même s'il ne joue plus au MHB, Karim Bellassène qui est originaire de Montpellier. Je te donne la main cette fois-ci Guillaume, on va faire plus synthétique, j'allais dire, sur l'Open d'Australie que ce qu'on avait prévu initialement, parce qu'il faut se laisser du temps après la seconde pause musicale sur notre Open Sud de France, mais évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de ce tournoi qui a notamment été marqué par un événement important avec le premier grand chelem d'un joueur, qui en plus l'année dernière a remporté, au tout début de l'année dernière, l'Open Sud de France, donc l'histoire est belle aussi du côté de Montpellier. On lance des grands joueurs, des grandes pépites évidemment à l'Open Sud. Un Australian Open qui est le premier grand chelem de l'année, donc toujours un rendez-vous important. Il a été quand même assez surprenant cette année, puisqu'on n'avait aucun numéro 1 mondial côté féminin et masculin en finale. Alors, évidemment, c'est encore une plus grande surprise côté masculin, puisqu'on avait rendez-vous avec le jeune Italien prodige, on va dire, qui avait fait une très belle saison l'année dernière déjà, qui était opposé à Daniil Medvedev, un candidat évidemment plus habitué au final de Grand Chelem. Et comme on l'a dit, la surprise a été totale, puisque c'est le jeune Italien de 22 ans qui a réussi à renverser complètement cette finale face à Daniil Medvedev, pourtant qui menait 2-7 à rien. Et finalement, c'est ce jeune Italien qui a réussi à l'emporter au bout de 5-7 acharnés, où on a senti qu'il y a toujours cru. Il a réussi à rester dans son match et à refaire basculer ce match en sa faveur. C'est quand même, on y reviendra, un bel exploit quand on a si peu d'expérience, surtout en finale de Grand Chelem, de réussir à rester dans ce match et à le basculer. Côté féminin, il y a eu un peu moins de surprise, même si évidemment on notera la sortie de Swiatek dès les premiers tours. C'est Sabalenka, la numéro 2 mondiale, qui a finalement réussi à l'emporter en termes de 2-7 face à la chinoise Zheng, donc un peu moins surprenant évidemment. Je vais faire une introduction moins longue, mais je vais peut-être plus vous poser de questions pour que ça soit un peu plus dynamique. Est-ce que selon vous, donc cette grande première de Jannik Sinner à 22 ans, cette première victoire en Grand Chelem peut en appeler d'autres? Est-ce qu'on faudra compter sur lui, selon vous, sur les gros rendez-vous de cette année tennistique, que ce soit Wimbledon, Roland Garros ou encore l'US Open? Pour moi, oui, puisqu'il termine l'année 2023 comme peut-être le meilleur joueur de la fin de saison. Finale en Grand Chelem. À l'US Open, si je ne me trompe pas. Non. Tu me mets le non, il est en finale au Masters ATP Finals. Au Masters au Finals. Où il bat Djoko en poule et il perd en finale contre Djokovic. Finale au Finals, il remporte ensuite la Coupe Davis avec son pays. Parce qu'en Grand Chelem, c'était sa première finale, justement. Voilà. Et là, il part en Grand Chelem. Tu le disais, c'est pas Djoko ni Alcaraz comme ce qui était prévu, mais c'est les deux suivants, c'est le 3 et 4. Medvedev, Sinner. Belle finale, 2 oppositions de style. Sinner, moi je l'ai découvert à l'Open Sud comme beaucoup, je pense. C'est un beau joueur, c'est un joueur à l'ancienne, classique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que pour son jeune âge, comparé à Rune pour lequel il est beaucoup comparé, il est très serein, très calme. Il moins se de prend vagues. pas la tête. Là, ça se voit également quand il gagne d'ailleurs. C'est ça. Hier matin. Très sobre, ouais. Voilà, là, hier début d'après-midi pour nous. Là, dans le match, il est mené 2-7 à 0, c'est pas grave. Il prend du temps et je pense que ça passe aussi par ça, le fait qu'il ait réussi à atteindre une première finale en Grand Chelem à son âge. C'est que il est serein, même quand il est dans le dur, il arrive à rester calme. Ça promet pour la saison. Notamment pour les tournois sur surface dure, puisqu'on a vu que ça lui convient. Pour ce qui est de Wimbledon ou de Roland Garros, ce sera une autre paire de manches, mais sérieux candidat pour le dur, et peut-être une revanche à Rotterdam, puisque Medvedev Sinner s'était affronté l'année dernière.
Donc les deux, ils seront à nouveau cette année. Ce sera 2 semaines après l'Open de Montpellier. Peut-être une revanche entre les deux. Intéressant à suivre, Peut-être ça. l'occasion, Guillaume, justement, de parler du finaliste, en faisant forcément un peu efficace ce soir, Daniil Medvedev, parce que j'entendais ce que disait Alan, et moi, ce que je rétorquerais à minima, c'est que Yannick Sinner, a priori, nous donne un peu plus de garantie, j'allais dire, sur d'autres tournois. Certes, pour le moment, ses meilleurs résultats sont sur dur, mais globalement, on voit qu'il a un jeu, même au-delà de ses résultats, qui peut s'adapter à plusieurs surfaces. Il est assez polyvalent, là où un Daniil Medvedev, et je te laisse poursuivre, est un joueur qui, pour le moment, est à son aise principalement sur dur. Donc, on se dit que ses prochaines opportunités, hormis des tournois un peu plus mineurs, ATP 500 tels que Rotterdam, en Master 1000, peuvent être à Indian Wells ou à Miami. Donc, un Daniil Medvedev qui a sans doute raté le coche en cette finale de l'Open d'Australie. Oui, et puis c'est pas la première fois qu'il loupe des coches dans des gros rendez-vous. On sait que justement là, il est attendu. Il arrive à un moment de sa carrière où il est censé faire la différence, surtout quand, entre guillemets, il y a l'offrande Sinner qui écarte Djoko en demi-finale. Donc on pensait que c'était son année et qu'il allait réussir à reconquérir un grand chelem. Et au final, que nenni, parce qu'il y a un scénario qui est très compliqué à gérer pour lui encore une fois. Il semblait avoir le match en main, il gagne les deux premiers sets, pas facilement évidemment, mais sans non plus se jouer au tie-break, faisait preuve de quand même beaucoup de garantie dans son jeu et mentalement il ne laissait rien paraître, et c'est vrai qu'il y a une bascule encore qui se fait. Malheureusement, je crois que ce joueur-là n'aura peut-être pas la capacité un jour de rentrer dans le top 3, voire espérer prendre la relève d'un Djoko ou de suivre Alcaraz, parce qu'il est beaucoup moins complet. On l'a dit, sur les autres surfaces, il est beaucoup moins à l'aise. Et puis surtout mentalement, alors qu'il a un âge où il devrait confirmer, il devrait plus trembler, il tremble encore. Donc c'est ce qui me fait dire que il n'aura peut-être pas cette chance un jour d'asseoir son tennis et de dominer le tennis mondial comme a pu le faire Djoko pendant tant d'années, par exemple. Là où on pouvait penser, Guillaume, justement, que l'expérience plaiderait en sa faveur, beaucoup, y compris aux commentaires sur Eurosport, Justine Hénin, et j'ai plus le nom de celui qui commentait pour Eurosport, qui commente d'ailleurs souvent, lui disait, mais c'est pas possible, Daniil, il va pas lui arriver la même chose, mais même bien avant d'ailleurs que le scénario se crée, dans les 2 premiers sets. Il maîtrise son match, il va pas lui arriver la même chose contre Nadal et il y a 2 ans, et finalement le scénario s'est répété. Peut-être un petit mot avant de parler ensuite du tableau féminin très brièvement avec toi. Je sais, Alexis, que tu suis le tennis de plus loin. Guillaume avait un sujet là-dessus, il nous en parlait en off. Est-ce que tu as été surpris? Rémi était dans l'enflammade la semaine dernière en tant qu'animateur, du fait justement de voir aussi un Novak Djokovic absent de la finale, simplement avant qu'on parle d'Arina Sabalenka. Moi aussi, la semaine dernière j'étais dans l'enflamade avec moi de toute façon je voyais Alcaraz Djokovic, mais bon, gros comme une maison, et puis finalement on a eu une autre affiche. J'ai eu le nez, mais bon, j'avais dit qu'on gagnerait l'Euro, donc j'ai droit à des petites erreurs. Ça balance, c'est bon. Mais après forcément il va y avoir du moins bien ces prochaines années, mais je le vois pas. Enfin, c'est étonnant certes, mais c'est pas non plus face à un pitre. Il se fait pas éliminer au premier tour ou quoi que ce soit. C'est pas un Français, mais bientôt. Même les grands champions ont le droit à l'échec. Oui, mais lui-même a dit aussi, qu'il avait été surpris de son niveau simplement dans cette demi-finale. Je sais pas. C'est vrai que pour un début de saison, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a pas la fatigue de la fin de saison ou quoi que ce soit et tout, donc pour moi j'ai pas encore peur. Malheureusement en fait j'ai trop espéré en tant que fan de Roger Federer de voir Djokovic se baisser de niveau, et ça c'est jamais arrivé, donc je me prépare, je suis sur mes gardes. T'attends de voir pour la suite de la saison. C'est rassurant aussi pour notre saison de tennis que la next gen, les jeunes commencent à basculer un peu et à bouger la hiérarchie, même sur des grands chelems, et à sortir Djoko n'est pas insubmersible, quoi. Donc c'est un peu rassurant pour les prochains grands chelems. Même plus loin que ça, de revoir Zverev revenir à un niveau, c'est encore pas la next-gen de Sinner, qui est la next-gen actuelle avec Alcaraz et Runeux et même Casper Ruud. C'est un joueur qui a encore de l'avenir. Voilà, Zverev, c'est la next-gen de Medvedev, de Tsitsipas. Voilà, des saisons précédentes, et il arrive dans sa maturité. Alors oui, il y a eu les blessures, et je pense que moi, je reste pas non plus fermé sur Medvedev. Je pense qu'il aura des opportunités, notamment à l'US Open qu'il a déjà remporté. La saison est à venir, et faut pas oublier que pour tout le monde, c'est une année olympique, donc des titres en plus et une histoire différente du tennis.
Oui, c'est vrai que du coup, il y a aussi, une autre préparation à penser pour certains joueurs, en tout cas qui en feront un objectif. On ne doute pas, notamment, que ce sera le grand objectif de Novak Djokovic en cette saison, lui qui en plus apprécie la France, ce qui rajoute une composante supplémentaire au simple objectif évidemment d'aller qui se suffit en lui-même d'aller chercher le titre au JO. Dernier point avec toi, Guillaume, sur je te fais Les réagir Français, directement. peut-être, un petit peu, déjà. Les Français, on en a parlé On plus a la semaine parlé déjà, dernière. Et ce que je te propose, c'est qu'on le Tant que vous avez réévoque parlé de après la Cazot, pause ça va. musicale, Ouais. avec notamment Arthur Cazot, qu'on en reparle justement sur l'Open Sud de France directement, mais peut-être simplement te demander si toi, il faut tirer plus ou moins de conclusions ou non, justement, de l'éviction de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, là où Aryna Sabalenka a confirmé, et elle qui manquait parfois de constance, là est vraiment sur de la constance depuis une bonne saison maintenant. Peut-être qu'on verra dans la saison une bascule, parce que c'est vrai que dans la dynamique, Sabalenka est au-dessus. C'est un peu la malédiction, je trouve, chez les numéros 1 mondiales, depuis évidemment que Serena n'occupe plus le poste, c'est que ça peut vite bouger, et souvent les numéros 1 mondiales ces dernières années, on a vu qu'en Grand Chelem ne confirmait pas. Là ça a été le cas parce qu'elle est sortie très tôt quand même, donc peut-être qu'au fil de la saison on va voir que Sabalenka s'affirmera comme la vraie numéro 1 si elle fait preuve d'autant de constance qu'elle a faite sur ce Grand Chelem, où elle a répondu présent jusqu'à la finale, où elle a gagné vraiment sereinement, quoi. Merci Guillaume, merci pour ce focus tennis sur l'Open d'Australie. Très brièvement, avant de passer à notre pause musicale, sans réaction, même si c'était un petit peu l'enjeu de la chronique, mais je vous donne quelques infos à retenir de cette actualité sportive, hors tennis et handball, qui du coup prennent beaucoup de place dans cette actualité internationale. Des beaux résultats pour nos Français en ski alpin, une victoire inattendue de Nils Allègre qui a pris le relais de Cyprien Sarrazin en ski alpin sur le Super G de Garmisch sur la Kandahar, la plus belle victoire de sa carrière à 30 ans. 2 podiums pour Clément Noël à Schladming en slalom, le slalom en nocturne remporté par l'Allemand Linus Strasser qui réalise le doublé Kitzbühel-Schladming, et des belles performances aussi pour nos Françaises. Laura Gaucher 4e en descente le samedi, et surtout Romane Miradoli qui est remontée sur un podium en Super G le dimanche, de bon augure pour la suite de la saison. On félicite aussi notre Française Tess Lezeux qui remporte la médaille d'or en Big Air au X Games pour la 3e fois de sa carrière à Aspen. Il y avait aussi le rallye WRC avec le premier rallye de la saison, Monte Carlo, un des rallyes forcément qu'on suit le plus en France, et c'est le Belge Thierry Neuville qui s'est imposé lors du premier rallye de la saison devant le Français Sébastien Ogier et une autre Toyota, celle du Gallois Elfyn Evans, tandis que le deuxième Français engagé dans la catégorie, Adrien Fourmeau, a terminé 5e pour son retour. Un Français aussi a marqué la semaine en golf, et oui, on n'en parle pas souvent, mais le Français Mathieu Pavon a écrit l'histoire du golf français ce week-end en remportant à 31 ans et pour sa 3e tentative seulement un tournoi du circuit américain PGA. Jamais un Français ne s'était imposé sur le circuit américain. C'est chose faite désormais au Farmers Insurance Open à San Diego. Il s'impose devant un Danois, Rasmus Højgaard, et cette victoire lui permettra de disputer un certain nombre de grandes épreuves du calendrier de la saison. Ça lui ouvre notamment la porte des majeurs, dont le Master d'Augusta en avril, et de tous les plus grands tournois du PGA Tour. Enfin, je termine avec 2 dernières infos, une info foot avec les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la CAN. L'Angola s'est qualifié aux dépens de la Namibie, le Nigeria aux dépens des Lions indomptables camerounais avec un doublé de Lookman, et ce dimanche la Guinée l'a emporté face à l'une des équipes sensations du premier tour, la Guinée équatoriale 1-0, avant que le Congo n'élimine un des favoris de la compétition, l'Égypte, orpheline de Mohamed Salah au tir au but. L'équipe du Congo où on retrouve un certain Chancel Mbemba, bien connu des Marseillais. Enfin, je termine avec une des performances XXL côté NBA. On voit beaucoup de performances au-dessus des 60 points, mais que dire de la performance de Luka Doncic qui s'est distingué avec 73 points cette semaine face aux Hawks d'Atlanta, réalisant tout simplement la 4e plus grande performance offensive individuelle de la ligue, derrière Will Chamberlain et Kobe Bryant. On parlera encore de sport US la semaine prochaine parce que ce sera le Super Bowl et qu'on connaît par ailleurs déjà l'affiche de ce Super Bowl cette année, avec notamment les Kansas City Chiefs qui seront encore au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, dans la division AFC d'un certain Patrick Mahomes et de Trevor Kelsey. On va prendre notre deuxième pause musicale très rapidement pour vous parler de notre Open Sud de France. C'est un son de Cognitif, yeah yeah yeah. Strange idea.
Friends are here. Friends are here. Et vous écoutiez un son de Cognitif Yeah 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 sur Radio Campus Montpellier. On espère que vous avez bien aimé ces quelques petites minutes d'interlude musical. De notre côté, on enchaîne tout de suite avec notre débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et un débat de la semaine naturellement consacré à l'Open Sud de France de tennis. On parle beaucoup de tennis ce soir, mais c'est fort légitime. Un grand chelem et surtout désormais un tournoi à Montpellier, un tournoi qui l'année dernière, je le disais, a été remporté par le vainqueur d'ailleurs de l'Open d'Australie cette année, Yannick Sinner. Le tournoi a démarré ce week-end avec le tirage au sort puis le début des qualifications. Je vais laisser la main à Alan en précisant à nos auditeurs, je pense que c'est quelque chose qui peut les intéresser pour suivre cela toute la semaine, que l'équipe de Sport & Chill et plus globalement Radio Campus Montpellier est accréditée pour cet événement et donc que vos chillers seront présents très régulièrement tout au long de la semaine de l'Open Sud pour vous faire vivre au plus près cet événement. Merci Romain. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit résumé des matchs qu'il y a eu aujourd'hui. Toi Romain, hier tu as eu la chance d'assister au premier tour des qualifications qui se sont poursuivies aujourd'hui avec 2 Français qui se sont qualifiés. Le premier c'est Antoine Escoffier qui jouait contre l'Espagnol Daniel Rincon. Il s'est imposé 6-1, 6-3. Il y avait un autre duel de Français en qualification. Hugo Blanchet contre Titouan Droguet, et c'est Hugo Blanchet qui se qualifie 6-2, 6-4. D'autres Français également ont réussi à faire une bonne perf. C'est la paire Barrère-Pouille qui s'est imposée 7-6, 6-4 contre la paire Andreas Mies et John Patrick Smith. Par contre, déception pour Benjamin Bonzi qui s'est incliné 3-6, 5-7 face à l'américain Michael Mmoh. Il y avait à peine une dizaine de points d'écart à l'ATP entre les deux joueurs. Et en ce moment, le main event de cette journée, c'est Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial, qui affronte Benoît Paire. Et il y a déjà 1-7 à 0 pour Andy Murray, tout naturellement. On sent que tu avais une petite idée, Alan, sur qu'est-ce qui allait se passer ce soir. Pour préciser à nos auditeurs, justement, le deuxième set va débuter et il y a eu 6-2 dans le premier set pour Andy Murray. C'est ça, tout à fait. Pour revenir sur du coup ce premier tour et ce tableau, Guillaume, je voulais te demander, tu étais avec moi au moment de la présentation, Romain avec moi pendant le tirage au sort. On a été surpris, je pense tous, d'avoir la venue d'Holger Rune en dernière minute, qui récupère la wildcard et qui est tête de série. Est-ce que c'est enfin la bonne année pour Holger Rune, qui fait une deuxième année et qui est à nouveau tête de série? Je pense, parce qu'en plus il s'est fait sortir à l'Australienne assez rapidement du coup, alors que c'est un jeune qui est clos, qui doit confirmer, on va dire, déjà dans les grands chelems et encore plus on va dire sur les petits tournois comme ça où il s'affiche, où c'est toujours bon à prendre niveau points et surtout on va dire niveau confiance. Donc là il sera très attendu. L'année dernière il tombe en demi-finale l'année dernière, donc c'était quand même une petite déception. Je pense qu'il peut être revanchard, il a pu bien se préparer, c'est toujours bon de gagner des tournois, d'enfiler des victoires en début de saison, donc je pense que oui, ça sera le gros favori. Mais on va le voir, il y a quand même quelques candidats qui peuvent le bousculer et heureusement ça nous offrira, je pense, des beaux matchs sur les tours de finale notamment. Justement, ces candidats, on va les nommer. Il y a les habitués des lieux, Borna Koric et Alexandre Bublik, qui sont là quasiment tous les ans. Les anciens, notamment Andy Murray, ou encore un outsider, Félix Auger-Aliassime, le Canadien.
Romain, pour toi, est-ce qu'un de ces 4 joueurs peut peut-être prendre la place de Runeux sur le podium ? J'allais dire, il suffit qu'on en donne un pour que demain on soit surpris ou après-demain du résultat, sachant que ces joueurs rentreront en lice, d'ailleurs pour la plupart plutôt mercredi. Les joueurs tête de série avancent dans le tournoi directement au deuxième tour. Mais si je devais mettre une petite pièce sur un joueur, alors c'est à la fois au regard du fait qu'il a un historique avec ce tournoi, qu'il a déjà remporté, et aussi au vu de ses résultats récents, plutôt en phase ascendante, je mettrais une petite pièce sur Alexander Bublik, le Kazakh. Après, la particularité de ce joueur, c'est qu'il est capable du pire comme du meilleur. Donc on verra quelle version on a d'Alexander Bublik. On avait eu peut-être plutôt la pire version de l'année dernière. Après, s'il met tous les ingrédients, c'est un joueur sur un tournoi en 2-7 gagnants, sur dur, qui peut être redoutable. Après, il aura sans nul doute un deuxième tour qui fera tout de suite figure de test, sachant qu'il retrouvera soit Hugo Gaston, soit Denis Shapovalov. Denis Shapovalov qui est aussi un bon joueur canadien qui peine un petit peu à éclore au plus haut niveau, mais qui est aussi capable de belles performances, donc ça pourrait nous offrir un joli deuxième tour. Après, tu parlais d'un autre nom, c'est celui de Félix Auger-Aliassime, notamment. Le Canadien, qui est un joueur qui, il n'y a pas si longtemps, était aux portes du top 10. Là, on est plutôt sur un joueur qui est en crise de confiance en termes de résultats, que ce soit en Grand Chelem ou sur les autres tournois. Donc à voir aussi comment Félix Auger-Aliassime se présente dans ce tournoi. Moi, ce que je trouve intéressant de cet Open Sud de France, pour prendre un peu de hauteur, c'est le fait qu'on en parlait, Alan, il y a beaucoup d'homogénéité sur le papier. Il y a des joueurs dont on attend de voir justement quelle version on aura, qui pourraient nous surprendre, qui ont l'occasion peut-être de refaire de la confiance lors de ce tournoi. Et je doute pas effectivement, s'il revient, que Holger Rune en fait un véritable objectif, en tout cas pour répondre aussi à la première question que tu posais. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, même s'il avait perdu contre Alexander Bublik en finale, d'un Alexander Zverev qui en l'occurrence s'était cette année-là fait sortir prématurément à l'Open d'Australie et qui avait pris très au sérieux ce tournoi en allant jusqu'en finale. Donc j'ai pas de doute en tout cas sur le fait que Rune ne vient pas pour acheter du terrain, comme on dit. Guillaume, je te vois regarder le tableau sous les yeux. Tu parlais de Auger-Aliassime, Romain. Auger-Aliassime devrait affronter en premier match Arthur Cazaux. Arthur Cazaux, notre Montpelliérain, qui va jouer son premier match demain. Arthur Cazaux et Aliassime se sont entraînés cet après-midi sur le cours d'entraînement. J'ai vu un Cazaux très serein, un Aliassime très serein aussi, notamment le Canadien qui sert très très fort. Comme tu le disais, Canadien qui est un petit peu sur une pente descendante. Ça va être un premier gros match pour lui. Est-ce que t'en penses quoi, toi, Guillaume, de Aliassime ? Est-ce que tu le vois comme un simple outsider ? Écoute, faut pas oublier que même si sur la dynamique Cazaux est évidemment très en confiance, il sort d'un grand tournoi où il a fait la performance de sa vie, évidemment là en plus il sera à Montpellier chez lui, donc ça fera aussi quand même pas mal de pression, chose que Auger-Aliassime aura beaucoup moins, puisque comme on l'a dit, lui c'est un habitué des grands tournois, même des grands chelems, même s'il a jamais confirmé au niveau où on l'attendait. Mais justement je trouve que ça ressemble au match piège pour le coup. Parce que j'allais ensuite t'en parler quand on allait parler des outsiders qui pouvaient bousculer Rune. Quand je vois des Auger-Aliassime ou des Shapovalov, des joueurs qui sont certes pas dans des bonnes dynamiques, mais qui ont un très bon niveau de tennis. Peut-être pas le meilleur de leur carrière, mais qui ont, on le sait et on l'a vu déjà, sur des courtes périodes, trop courtes périodes, ont montré un très haut niveau. Donc justement, ce genre de tournoi, je trouve que ça peut leur permettre de revenir un petit peu niveau confiance, niveau série, et relancer une bonne saison pour eux, alors que, on l'a dit, ils sont sur des moins bonnes dynamiques. Donc ça sent le match piège, je trouve, pour Cazaux demain. Après, évidemment, j'espère être surpris. Moi, à l'inverse, je pense que ça sent le bon match dans la lignée de l'Open Sud, de l'Open d'Australie, pardon. Où, presque la même chose. Voilà, où dès le premier tour, il a quand même affronté Djere, qui est pas une mince affaire non plus, qui est 30e mondial. Et ensuite, il a enchaîné le parcours qu'on sait. Moi, je pense que c'est le bon match pour Cazaux, sachant qu'il va affronter Alexandre Müller, qui est un autre Français aussi, qui a son niveau. Donc moi, je vois Cazaux faire quelque chose de bien. Et en parlant des Français, justement, on a cette année une édition 2024 bleu-blanc-rouge, puisque c'est un petit peu la coutume de l'Open Sud de France d'inviter beaucoup de Français. Cazaux, Gaël Monfils, Richard Gasquet,
Bonzi n'est plus là, mais on a Hugo Gaston qui est encore là, Lucas Pouille. On va s'attarder sur les Français, et notamment 2, pour savoir si un Français pourrait remporter cette édition. C'était notre sondage de la semaine, on le rappelle. Tout à fait. Arthur Cazot, tête d'affiche tricolore de cette 14e édition, le Montpellierin était en conférence de presse ce week-end. Il nous parlait de son retour de l'Open d'Australie. On l'écoute. C'est toujours du bien de revenir à la maison, revoir la famille, les amis. Et là encore plus particulièrement, vu que j'étais loin à l'autre bout du monde et venir faire le tournoi de l'Open Sud à la maison, ça me tient toujours à cœur, donc j'ai hâte. Je me rends compte petit à petit en rentrant en France que il y a eu pas mal d'engouement que je me rendais pas forcément compte là-bas. Là c'est même sur les 2 jours où j'étais à Paris, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir, qui me félicitaient, qui me disaient merci. Je savais pas pourquoi ils me disaient merci. Ouais, alors je sais pas si je suis vu comme une tête de série, hein. C'est pas parce que voilà, j'ai fait un gros tournoi où j'ai battu 3 gros joueurs sur Tour 1. Ça a pas changé. Je suis qui je suis que 80e. Après c'est sûr, j'ai vu qu'il y a les médias, ils s'enflammaient beaucoup, mais bon, ça c'est chaque fois comme ça en France. Mais moi je reste le même et je sais que j'ai encore beaucoup à prouver et le plus dur reste à venir, quoi. Le chemin est tellement long, donc pas s'enflammer. Oui, je sais que ça va être très dur parce que si je revenais à le rejouer, il aura encore plus la niaque et encore plus envie de me battre. Mais je sais que j'ai les capacités de battre n'importe quel joueur. Après, je sais que ça va être dur, d'aller au bout. Mais je suis prêt, je suis prêt mentalement, je suis prêt physiquement, j'ai acquis de la confiance là avec mon beau mois de janvier, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici. Arthur Cazot qui parlait en fin de son de conférence d'un potentiel affrontement contre Runeux. Alexis, je voulais te demander, dans le son que tu viens d'écouter, Arthur Cazot qui a été très surpris des questions sur le fait qu'il était peut-être un potentiel espoir du tennis français. Qu'est-ce que tu en penses de sa réaction ? Je dirais que c'est un peu révélateur d'une certaine mentalité. Ça m'énerve en soi, d'un regard un peu extérieur au tennis, ça m'énerve un peu ce discours-là. Je veux bien qu'on soit un peu humble, etc. et tout, mais là c'est vraiment... quasiment, il faut pas qu'on espère quoi que ce soit avec lui parce qu'il va nous décevoir en fait. C'est ce qui... dans les mots, je sais pas. Ouais. C'est marrant parce que tu vois là-dessus, moi je le perçois différemment. Vraiment, j'ai pas la même vision. Il y a parfois, je crains dans le sport français, ou d'ailleurs, c'est pas que les Français qui sont comme ça, mais certains sportifs qui peuvent avoir parfois un manque d'ambition. Là, moi je le vois, en fait, je comprends le sportif en vrai. Dans le sens que je me dis, en soi, pour le moment, soyons concrets. Il a fait un parcours et un beau parcours à l'Open d'Australie. Mais personne ne l'attendait là où il était. Il allait en 8e de finale. Mais au fond, il sait aussi que ça répond à un travail, tu vois, de longue haleine, où il n'est pas aussi là par hasard. C'est pas ce qu'il dit. Simplement, je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est calmer un petit peu l'enflammade pour laisser se concentrer sur son tennis, là où il est encore jeune, qu'il arrive au niveau de la 80e place mondiale, que certes il est ravi d'être invité et qu'il espère briller lors de son tournoi, mais bon, il sait d'où il vient, il sait où il en est actuellement dans son tennis, et il veut pas raconter peut-être d'histoire aussi à tout le monde en annonçant le fait qu'il sera dans le dernier carré de l'Open Sud de France, parce qu'il a conscience aussi des joueurs qu'il va retrouver, et du fait qu'il va être aussi peut-être plus attendu par rapport à ce qu'il a vu à l'Open d'Australie. Enfin, je sais pas comment tu le vois toi Alexis, mais moi je suis plus mesuré là-dessus, pour Arthur Cazot en tout cas. Je dirais qu'on est toujours... Les Français, on est toujours un peu mesurés, que ce soit dans tous les sports. On a un tennis, peu des. Ouais. Oui, en tennis, il faut l'être, mais ça ferait pas de mal. Surtout qu'il est chez lui. Enfin, il vient de sortir d'un gros tournoi et tout. Je lui dis pas de s'enflammer et de dire qu'il va absolument défoncer tout le monde, etc. C'est pas la question, mais un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de confiance. Et genre de pas comprendre pourquoi les Français le remercient. Enfin, il a fait une super truc. Même lui, il le savait. Il y avait des Français en Australie. Enfin. Et même, c'est un grand espoir du tennis français. Il y a eu une grosse période de blessures et tout. Il est pas là par hasard, tu l'as dit. Donc, il peut un peu se féliciter plus que ça. Enfin, ça ferait pas de mal. On a des cracks dans plein de sports et ce serait pas mal. Bon, après, c'est vrai que lui, il est qu'au début, mais
un petit peu de confiance, quoi. Si je compare avec un Arthur Fils l'année dernière qui va jusqu'en quart de finale, Arthur Fils avait un peu le même discours, mais plus virulent encore, plus sur les médias français, laissez-moi tranquille, laissez-moi jouer mon tennis. Là, je trouve qu'il est peut-être plus mesuré aussi, Arthur Cazaux, parce que à la même période l'année dernière, il fait le tournoi et il est dans les qualifications, il ne sort pas des qualifications. Là, aujourd'hui, Guillaume, il arrive quasi comme une tête de série. Dans une autre dynamique, évidemment, à cet âge-là, on va dire, une année tennistique, il y a beaucoup de choses qui se passent. On engrange de la confiance, de la maturité dans la gestion des matchs, dans la gestion des gros matchs. Là, ça a été évidemment en grandeur nature avec ce grand chelem où là, évidemment, t'appréhendes une autre gestion du tournoi, de gestion des matchs. Donc évidemment, là, il a grandi et pris de l'expérience de manière encore plus intense. Donc évidemment, il arrive avec une autre confiance, une autre dynamique pour ce tournoi. Après, moi, je trouve que c'est bien qu'il reste mesuré et modeste parce que on le sait que trop bien, notamment sur le tennis français, qui a pas mal de bons joueurs qui ont pu créer l'exploit sur un tournoi, des fois un grand tournoi. Jeune, à Hugo Gaston par exemple, qui sera aussi à l'Open Pouille Sud. aussi a été une grande révélation pendant un temps et on a vu ce que ça a donné dans la suite, donc c'est bien de rester mesuré. Après, si ça se confirme sur la saison de tennis et qu'on voit qu'il peut se hisser sur certains gros tournois quasiment au niveau des meilleurs, là évidemment on se privera pas de dire on tient peut-être un futur très très bon joueur de tennis, mais prenons le temps. En tout cas, Alan, là où on voit que malgré tout il garde son ambition, nous qui avons assisté à l'ensemble de la conférence de presse, c'est qu'il cherche à franchir encore des paliers, et il faudra dans ce cas-là faire des performances, et ça peut commencer dès cette semaine à l'Open Sud de France, qui serait super aussi pour le tournoi où évidemment beaucoup de monde va venir voir Arthur Cazaux, j'en doute pas, dès demain, donc avec son premier tour contre l'Allemand Marterer. C'est de voir que Arthur Cazaux parle sur cette année 2024 du fait qu'il espère, son objectif ce serait d'atteindre le top 50 ATP, ce qui en réalité est déjà pas une mince affaire. Absolument. Quand tu es 80e mondial. Absolument. Et en parlant d'ambition, il y a un autre Français qui, de mon point de vue, en manque peut-être un peu. C'est le dernier Français vainqueur à Montpellier. C'était en 2020. Il s'appelle Gaël Monfils. Et il a gagné plusieurs fois le tournoi. Il a gagné plusieurs fois le tournoi, tout à fait. Et il nous parlait cet après-midi de son état de forme avant du tournoi. Et il s'est fixé un objectif. Gagner un match. T'as vu? Ça change. Là, gagner un match, ça serait déjà bien. Flavio, il joue très bien, il est bien en forme, donc ça va être un gros match. Je me sens pas, je m'entraîne bien, j'aime très bien, mais j'ai pas cette confiance. J'ai pas. Fin d'année dernière, je jouais très bien, je me sentais très bien, donc ça s'est vu. Mais là, j'ai pas encore. J'ai des sensations moyennes. Alexis, je t'ai vu réagir pendant que le son tournait. Bon voilà, une nouvelle preuve de la... Ouais. Un joueur qui est pas au même endroit de sa carrière. Oui, pour rappel, l'année dernière, il n'est pas venu puisqu'il a bloqué son classement à l'ATP pour blessure, pour se concentrer, pour revenir à Roland-Garros. Et là, il revient, comme tu le dis, avec beaucoup de motivation. Ah, il est motivé là, ça fait plaisir. Mais tu m'en avais parlé de cette interview-là, du fait qu'il était motivé, et je me disais, peut-être il abuse un petit peu. Ah oui, là, ça donne envie en tout cas. T'as envie d'aller le supporter, etc. Même s'il a dit qu'il était ravi de revenir à Montpellier. Il est ravi. Il va profiter des beaux jours au bord de mer, peut-être, et gagner quelques matchs, j'espère. Non, mais en plus, c'est Alan qui m'a dit qu'il était revenu très très tard d'Australie, vu que sa femme a passé plus de tours que lui. Enfin, donc. Ouais, c'est Elina Svitolina. Ouais. Ça se voit qu'il est motivé, non mais ça fait plaisir. Ça, ouais. Du coup, je retire ce que j'ai dit sur Arthur Cazaux. Arthur Cazaux, c'est fort ce qu'il a dit en fait. Il est plein de motivation. Effectivement, Gaël Monfils qui a désormais plus de mal, en tout cas, c'est aussi ce qu'il faut y voir. Guillaume a enchaîné les matchs à haut niveau. Alors, c'était très vrai en 3-7 gagnants. On l'avait vu lors du dernier Roland-Garros où il passe un tour avec un magnifique match et on voit où derrière il n'est pas capable d'enchaîner le tour suivant. Gaël Monfils qui, malgré tout, pas au même moment effectivement de sa carrière que ces jeunes joueurs, Lucas Van Hache, Arthur Fils, qui seront pas eux à Montpellier ce
coup-ci Arthur Cazaux qui lui sera bien de l'aventure, mais est-ce que malgré tout, toi de ton côté, tu regrettes quand même la posture de Gaël Monfils, où tu te dis il est juste, j'allais dire, conscient de quel est son niveau actuel, lui qui va jouer l'italien Coboli, comme il le disait en conférence de presse. Alors, vous savez qu'en général, j'aime qu'on soit ambitieux et qu'on affirme, on va dire, ses objectifs qui soient plus haut possible. Là, pour Gaël, malheureusement, on peut pas être bien plus optimiste que ça, vu que, comme on l'a dit, dans la dynamique de sa carrière, on va pas se leurrer, on est quand même plutôt sur la fin. Ces dernières années ont été de plus en plus irrégulières. Donc même lui, je pense que ça se sent dans sa voix, qu'il sait pas vraiment trop où il en est, quel niveau il a actuellement. Lui qui a eu un si bon niveau pendant des années, là on sent qu'il est un peu dans le flou. Donc il veut pas nous faire miroiter ou nous faire croire qu'il a un optimisme et un objectif élevé pour ce tournoi. Je pense que c'est tout simplement... déjà se tester physiquement, reprendre de la confiance, peut-être gagner un match voire deux, et puis après évidemment l'appétit vient en mangeant, mais vu la dynamique du moment et son moment de carrière, on peut pas être beaucoup plus ambitieux que ça malheureusement, parce que évidemment l'âge d'or de Gaël est de plus en plus loin derrière maintenant. Peut-être un petit mot simplement, Alan, en lien avec une question qu'on nous pose sur le Twitch sur un autre joueur français, c'est Lucas Pouille qui a gagné le tournoi en 2018, qui à un moment donné était vu comme l'un des joueurs majeurs français, demi-finale à Melbourne, finalement un parcours qui était allé encore au-delà de ce qu'a pu faire un Arthur Cazaux. Il a connu derrière cela des années beaucoup plus difficiles. En 2019, il y avait encore des résultats, mais véritablement un trou après 2020-2021. Je crois savoir qu'il a eu un certain nombre de problèmes aussi personnels, de dépression aussi, Lucas Pouille. Il revient petit à petit sur le devant de la scène parmi en tout cas les joueurs français, avec peut-être moins d'ambition évidemment que par le passé en termes de performance. Il bénéficiera d'une wildcard lors de ce tournoi. Est-ce que tu es quand même curieux, Guillaume, de voir ce que va donner Lucas Pouille? Curieux sans trop d'attente, très sincèrement j'ai arrêté d'attendre trop de Lucas Pouille, puisqu'on a tellement cru que ça pouvait être un des meilleurs joueurs français de cette période-là, qui pouvait être le numéro 1 français, qui allait franchir des paliers et déjà intégrer le top 10. Malheureusement l'histoire n'a pas bien tourné, il y a eu tous ces problèmes extra-tennis, et puis même dans son jeu on l'a senti perdu, en panne de confiance, capable surtout du pire ces dernières années, donc peut-être qu'il y a une dynamique qui peut s'installer, une nouvelle dynamique, mais il est quand même maintenant âgé. Je serais très étonné de le voir nous surprendre et aller très très loin dans ce tournoi, et en tout cas se confirmer dans la saison après, parce qu'on sent que c'est un garçon qui est quand même aussi un peu comme Gaël, avec moins d'âge évidemment derrière sa carrière, mais c'est quand même un garçon qui est en grosse crise de confiance et de niveau tennistique. Lucas Pouille qui jouera demain à Rolle-Maillot, normalement en début d'après-midi, donc duel franco-français, qui retrouverait le vainqueur du match de ce soir, le vainqueur de ce match, donc le vainqueur du match Andy Murray, Benoît Paire qui a, messieurs, breaké dans la seconde manche, et il y a 3-1 pour Benoît Paire, et c'est Andy Murray qui est au service, donc le match n'est pas terminé. Je te laisse reprendre, Alan. Ouais, juste du coup pour terminer ce tournoi, on parlait des tricolores, et je voulais revenir sur l'organisation de cet Open Sud 2024. Comme tu le disais en introduction de l'émission, Romain, qui perd le partenariat et la subvention de 400 000 € de la ville de Montpellier, à savoir que la ville de Montpellier a été même enlevée du terrain. Il faut savoir que sur un terrain de tennis, souvent à Paris, bref, dans les villes, sur le terrain, c'est affiché le partenaire institutionnel. Voilà, là, il n'y a plus la ville. Effectivement, il y avait l'inscription de la ville derrière les joueurs. Là, on comprend la cassure qui est entre les deux. Là où la région Occitanie, effectivement, continue à soutenir le tournoi. C'est ça. Est-ce que la survie du tournoi, c'est même des questions qui reviennent beaucoup parmi les conférences de presse aux joueurs. Est-ce que la survie du tournoi, elle passe cette année impérativement par une victoire française ? Ça ferait du bien. Après, la survie du tournoi, je pense qu'elle est plus profonde que ça. Sans revenir dans le détail sur les négociations, c'est quand même dramatique qu'une ville sportive comme Montpellier, qui veut être sur tous les plans performante et représentée, ne soutienne pas son tournoi de tennis majeur.
C'est quand même triste pour une ville qui se veut si polyvalente et investie dans tellement de sports et lumière du sport en France. C'est quand même, je trouve, très dommage d'en arriver là à plus subventionner son tournoi de tennis majeur qui pourtant est un tournoi attractif quand même, qu'on le veuille ou non. Un tournoi c'est pas un Master 1000 mais ça reste un tournoi intéressant dans le calendrier. C'est quand même dommage d'en arriver là et de mettre le tournoi en péril alors que y en a pas 500 pas beaucoup des 250 Bien sûr. En France et notamment dans le sud de la France, ça serait bien de le préserver quoi. Notamment que le tournoi de l'Open Sud de France a remporté plusieurs fois le titre de meilleur 250 ATP de la saison. Voilà, l'organisation l'a répété plusieurs fois, c'est une chance à Montpellier d'avoir dans la même salle 2 cours, les cours d'entraînement, la salle de musculation qui d'ailleurs cette année est à la vue du public. Ce qui permet d'avoir un autre contact effectivement avec les conditions d'accueil sont presque idéales. Voilà, pour 250, c'est assez rare. C'est juste à côté et un tournoi très apprécié des c'est joueurs. juste à côté de l'aéroport aussi, donc pour les joueurs qui viennent de loin, c'est important. Le cadre est sympa quand même. Le cadre est sympa, voilà. Benoît Paire peut aller se promener au marché du lait. Absolument. C'est formidable. Enfin, c'est vrai que voilà, même moi qui suis là que depuis seulement 1 an et demi, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à négocier quelque chose. Peut-être qu'on a un contexte d'année olympique, que la ville de Montpellier a d'autres argent, puisque c'est une question d'argent à mettre dans d'autres sports, mais je trouve ça dommage, comme tu le disais, de ne pas arriver à soutenir son propre tournoi. Petite question en conclusion, Alan, que je vois effectivement que cette fin d'émission approche, mais question de la personne qui suit là actuellement et qui commente sur Twitch justement, qui nous demande si tu sais éventuellement quelles sont les raisons justement qui ont été exprimées par la ville pour expliquer la suppression de cette subvention, parce qu'effectivement ça a été un gros retentissement au moment de la conférence de presse qui annonçait le tournoi il y a de cela déjà plusieurs semaines. Les raisons ont été expliquées dans un article de Midi Libre que je vous invite à lire si vous avez la possibilité. On est dans un contexte où la mairie, la ville de Montpellier, la métropole, assure une subvention de 400 000 € et depuis plusieurs années, le tournoi perd 300 000 € par an, puisqu'il n'est pas rentable. Il faut savoir que dans les stories que vous pouvez voir qu'on met sur Instagram ou les images que vous pouvez voir, il y a très peu de personnes dans le public, notamment en semaine. Et du coup, il y a aussi cet enjeu de ne pas trop augmenter le prix des places, puisque sinon il y aura encore moins de gens qui vont venir. Donc tout est une question d'argent là-dedans. La métropole de Montpellier ne veut plus attribuer de subventions à un tournoi qui n'est pas rentable et se doit aussi d'être l'emblème de sportifs qui représentent mieux la ville, notamment les frères Lebrun au tennis de table ou notamment l'accueil de délégations olympiques pour les Jeux, les Olympiades de cet été. J'allais terminer simplement, Alan, en te remerciant déjà pour l'animation du débat et cette réponse très claire. On suivra évidemment ce qui se passe déjà sur le terrain de nos cours à Montpellier, quels seront les résultats de nos Français, les résultats d'Arthur Cazaux, parce que tu parlais de visibilité de ce tournoi, de ce que le succès du tournoi passé par la victoire d'un joueur français, notamment pour sa pérennité. Je pense qu'il ne faut pas non plus en aller à cette extrémité, ça passe par un succès du tournoi lui-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des têtes de série, par contre j'en suis convaincu, au rendez-vous, qu'il y ait du monde qui se rende à l'Open Sud de France. Donc les Montpelliérains, je sais que vous aimez le sport, on vous invite évidemment à vous rendre sur les cours tout au long de la semaine, en soirée aussi, vous pouvez faire des super night sessions, les meilleurs matchs seront mis en soirée, c'est déjà le cas sur ce qui a été annoncé mardi et mercredi soir, et puis votre équipe de Sport & Chill y sera, donc ça peut être l'occasion de se rencontrer. Je pense qu'on va se régaler avec ce tournoi, et évidemment par rapport à la vision qu'on a de la ville, ça peut être un joli pied de nez si notre Arthur Cazaux fait un joli parcours, parce que lui est Montpelliérain. On se régaler, et on va se régaler, j'espère encore à nouveau, de revoir notre petit Richie, notre Richard Gasquet, qui est déjà un local mais qui est biterrois. Là on a un Montpelliérain, un gars d'Ematel qui sera sur les courses demain soir contre Marterer, et on espère évidemment se régaler de le voir briller avec du monde, et on n'en doute pas, il y aura du monde demain soir pour suivre Arthur Cazaux, et on espère qu'il passera quelques tours. Merci Alan pour ce débat, merci à toi Alexis. Tu avais un dernier mot? Est-ce que je peux dire merci à celui qui était sur Twitch, qui est mon ami, merci Louison d'avoir enflammé le chat et pour ces questions. Merci beaucoup Louison. Tu fais bien de le préciser. Et puis on invite tout le monde à faire comme Louison cette semaine
et comme ils étaient déjà plusieurs la semaine dernière à commenter notre live Twitch, on va essayer de faire monter ça semaine après semaine. On aurait aimé vous proposer, vous devez vous questionner, un quiz cette semaine, mais on a privilégié l'Open Sud de France, et pour clore cette émission à peu près en temps et en heure. Je n'ai pas perdu au quiz cette semaine. Au moins c'est ça qui est beau pour Guillaume. Je suis invaincu ce soir. Invaincu ce soir, pas de défaite. C'est la petite fierté. C'est Rémi qui voulait présenter le quiz, il avait passé le flambeau à Alan. Malheureusement, on ne posera pas son quiz ce soir, mais on le refera assurément la semaine prochaine. On espère qu'Alexis ne nous en voudra pas trop pour cette semaine. Merci à vous. Les gars, pour cette émission, merci Alan, Alexis et Guillaume. Merci à la technique de Radio Campus Montpellier qui était encore au rendez-vous pour nous ce soir. On vous invite à voter à notre sondage Sport Montpellier 1 sur l'Open Sud de France de tennis. Justement, croyez-vous en la victoire d'un tennisman français du côté de la Sud de France Arena cette année? Vous pourrez répondre à ce sondage dès à présent sur Instagram, et on vous le mettra, si ce n'est pas encore le cas, sur Twitter juste après notre émission. Sur Twitter, vous aurez plein d'infos sur le tournoi tout au long de la semaine. Et de notre côté, alors qu'on va ensuite aussi suivre de près le petit Space MHSC des copains du Space MHSC sur Twitter dans la suite de l'émission, on va se quitter avec le son de la semaine, et je laisse Alan donner une petite info, un petit teasing sur ce son de la soirée. On aura le premier titre en Grand Chelem de Yannick Sinner, le but victorieux de la Guinée inscrit par Mohamed Bayo qui qualifie son pays pour les quarts de finale de la CAN, la qualification également de l'Athletic Bilbao aux dépens du FC Barcelone en Coupe du Roi, le run en or de Tesla 2x2 qui remporte ses 4e X-Games, l'émotion de Nils Allègre, vainqueur de sa première étape de Coupe du Monde à 30 ans en ski alpin, les 73 points de l'inarrêtable Luka Doncic, et enfin la frappe du fou furieux du bison de Elomim Prandi en demi-finale de l'Euro de hand face à la Suède. Excellente soirée à tous nos chillers et chilleuses, et à la semaine prochaine pour le 16e numéro de la saison 9 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Sur un dernier coup droit gagnant, Yannick Sinner s'offre le premier titre du Grand Chelem de sa carrière après avoir été mené 2 manches à rien dans cette finale. Immense exploit de ce garçon qui confirme tous les progrès réalisés ces derniers mois et qui inscrit pour la première fois son nom au palmarès, donc d'un des 4 plus grands tournois du monde. Avec Diakité, le centre de Diakité. Premier poteau, il a surgi, il s'appelle Mohamed Bayo, et c'est lui qui va envoyer la Guinée en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Diakité est récompensé, Diakité a délivré une magnifique passe décisive, Mohamed Bayo a conclu. Sur Iñaki, non, c'est pour Nico Williams, l'extérieur du pied. Magnifique, Il fallait finir sur un petit bijou, il fallait finir sur un exploit, et pas de n'importe qui, du meilleur joueur de Bilbao ce soir, Nico Williams, qui vient imiter son frère. 4-2, l'Athletic Bilbao est en demi-finale de la Coupe d'Espagne, le Barça est éliminé. And I know Teshi's going to start us off with a massive trick. Yep. Here it is. It's the double cork 16-20. Did you see the fist pump? Regardez les larmes de Nils Allègre. Qu'elles sont belles. Quelle est belle cette émotion. Eh oui, il est tellement attendu. Là, il réalise là. Ouais, c'est beau. C'est beau, Nils. Bravo. And now Dallas in transition. Look inside. It goes. It's a basket and a foul. Tracy makes the shot and the free throw. 70 points. Those who have done it in NBA history don't stop now. Lucas splits a double. Keeps the dribble alive. All the way to the hoop. Scoop to the hoop with a foul. Points 71 and 72. And one. And then Wilt Chamberlain twice scored 73. David Thompson scored 73. T'as tout un pays. Allez, Elohim l'a fait, on l'a souvent vu. C'était en France. Allez. Wow! Elohim Prandi! Dressez-lui une statue! Allez les garçons, il faut aller la chercher maintenant en prolongation.